13 485 tonnes d'engrais de synthèse agricole a été mise à la disposition du ministère de l'Agriculture ce mardi au port autonome de Conakry. Ce lot d'engrais fait suite à l'appel d'offres lancé par le gouvernement à la société EPAC Guinée. Ces engrais viennent de l'Autonie au nord-est de l'Europe et ils seront déployés dans les 33 préfectures de la Guinée. Mais la ministre de l'Agriculture met en priori la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Madame même est sur le terrain et elle attend impatiemment que les premiers convois de camions qui sortent d'ici, de ce bateau, et pas des camions qui vont en Guinée, commencent par la Guinée forestière. Parce que vous devez le savoir que la saison des pluies a déjà commencé là-bas et la campagne aura même démarré et nous serons dans le temps, nous estimons. Madame a recommandé également que les régions cotonnières en Haute-Guinée, à Kankan, que les engrais appropriés pour le coton soient rendus à Kankan dans les meilleurs délais. Parce qu'il faut savoir que le semis du coton commence en Haute-Guinée le 20 mai. Donc c'est pour vous dire que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture pour que cette livraison soit faite maintenant, que ça colle avec le calendrier agricole qui commence et surtout en Guinée forestière et aussi pour être en bonne date par rapport au semis de coton à Haute-Guinée. Donc les premières livraisons quitteront d'ici sur ces régions. Réjoui, le directeur national du ministère de l'Agriculture apporte quelques précisions. Depuis un certain nombre d'années, le président de la République a décidé d'appuyer le secteur agricole comme étant le secteur qui occupe la plus grande partie de la population guinéenne. Et c'est dans ce cadre-là justement que le marché de l'approvisionnement en intrants, en particulier en engrais, a été réalisé cette année par une société de la place, en l'occurrence la société ECAP. En fait, nous avons commandé conformément aux besoins justement de nos producteurs et conformément également aux spécificités de nos sols et de nos cultures. Et ainsi, nous avons commandé 16 485 tonnes d'engrais repartis entre le triple 15, renforcé par du soufre, l'urée, le sulfate de potassium, l'engrais maraîcher, l'engrais arachide et l'engrais coton. Donc tous ces engrais sont arrivés. Nous sommes très heureux de le constater. Le fournisseur de ces engrais explique les raisons de sa motivation. Vu la situation financière du pays, nous avons pris l'engagement de le financer à 100%. Et en collaboration avec le partenaire financier, la banque NCA, qui a accepté de nous accompagner, nous avons envoyé l'engrais à temps et l'engrais est à distribuer dans toutes les 33 préfectures de la Guinée. Dès aujourd'hui, les premiers camions vont commencer à partir. A signalé, selon le fournisseur, que le coût de ces matériels est à 16 milliards de francs guinéens. En ce moment même, la ministre de l'Agriculture poursuit la relance de la campagne agricole post-Ebola à l'intérieur du pays, où elle séjourne actuellement, en Guinée forestière. La ministre de l'Agriculture continue de dérouler ses activités à Zérékoré. Ce lundi, Jacqueline Marthe Sultan a échangé avec les producteurs de la Guinée forestière à la Maison des paysans. Objectif, de battre les contraintes auxquelles sont confrontés ces agriculteurs avant, pendant et après leur récolte, mais aussi la relance de la campagne agricole de 2015-2016. Isolés par certains pays limitrophes par la fermeture de certaines frontières et la non-débarcation des bateaux dus à l'épidémie dévastatrice Ebola, la Guinée n'a pas connu la famine cette année, car les produits destinés à l'exportation n'ont pas connu leur écoulement habituel. Et cela prouve à suffisant que le levier économique de la Guinée sera l'agriculture, souligne la ministre. Plus loin, Jacqueline Marthe Sultan se dit convaincue que le premier objectif de Vision Guinée Puissance Agricole à l'horizon 2025 sera une réalité. L'un des volets de la mission que s'est assignée la ministre de l'Agriculture est d'inviter et informer ses producteurs de la caravane agricole qui doit démarrer au mois de mai prochain. D'où le lancement sera au centre de recherche agronomique de Foulaya dans la région de Kindia. A signaler qu'au moment où la ministre de l'Agriculture continue son marathon à l'intérieur du pays, c'est son ministère qui vient de bénéficier ce mardi 16 485 tonnes d'engrais de synthèse agricole, comme pour dire que c'est parti pour la relance de l'agriculture en Guinée.
Conakry, reconnue autrefois comme perle de l'Afrique de l'Ouest, est de nos jours l'une des capitales les plus sales. Du centre administratif Kaloum, en passant par le grand marché de Madina, jusqu'en haute banlieue, le tableau est loin d'être reluisant. Partout sur les bordures de route et le long des rails, on constate des tas d'ordures. À Anko 5 et Koza, les endroits occupés par les particuliers sont tous devenus des dépotoirs et dans les marchés, les aliments courtois les ordures. Le gouverneur ne prend pas compte de ce qu'il doit faire. Il laisse ce qu'il doit faire, il est en train de mener des affaires politiques. Et il a deux rôles, affaires politiques et affaires sociales et culturelles. Voilà, l'importance de son travail. D'abord, c'est l'assainissement de la ville de Conakry. Mais nous, on ne voit pas ça. On voit que nous sommes là à respirer des toxiques, nous sommes là à respirer de mauvaises odeurs à chaque jour et nous payons des taxes. On ne voit pas, et les camions sont là à passer chaque jour, sont là à voir ça. Le gouverneur, c'est la route des princes. Le gouvernement ne dit pas qu'il ne voit pas les saletés qui sont installées là pendant plus d'un mois ou plus que ça, comme ça. Il ne vient pas chaque jour, il vient, il prend un peu, il laisse le reste. Et ça, c'est pas bon pour nous. Surtout nous qui sommes à côté, qui sommes là à vendre. Il y a de manger à côté, il y a tout ça. En dépit des ordures dans les caniveaux, cet endroit situé à Simbaya est transformé en dépotoir d'ordures. Nous parlons des Ebola en Guinée. Et tout ça, même si ça ne donne pas d'Ebola, mais ça donne certaines maladies telles que le paludisme, les diarrhées, d'autres choses. On lance un appel pour le gouverneur de la ville. On lui donne deux jours. S'il ne vient pas, nous allons amener les ordures au beau milieu de la route. Donc il n'a qu'à faire attention. Cette insalubrité galopante surgit au moment où le pays est pris d'assaut par l'épidémie de la maladie Ebola qui jusqu'à présent résiste. Malgré la présence des camions poubelles dans les différentes communes, les quartiers de la capitale restent toujours sales. Alors que nous sommes à l'approche de la saison pluvieuse. Donc, il est temps que le gouvernorat prenne des dispositions pour l'assainissement de la ville, en lieu et place des parades festives. En Afrique, le problème de l'indépendance et de l'impartialité des juges se pose avec acuité. Généralement, nous constatons que le pouvoir fait pression sur les juges qui n'arrivent pas à dire le droit, qui n'arrivent pas à rendre de bonne, juste et saine justice. Dans ces conditions, les citoyens de la CEDEAO peuvent recourir à la Cour de justice de la communauté CEDEAO qui est compétente pour connaître de tous les cas de violation des droits de l'homme. Ainsi, si la famille de l'ancien président décédé, Maïna Sarah Barré, a bien voulu se référer à la Cour de justice de la communauté CEDEAO qui est basée à Abuja, nous pensons que cette Cour qui aujourd'hui constitue le dernier rempart de tous les citoyens de la CEDEAO peut rendre une justice qui puisse être acceptable par les héritiers de Barré Maïna Sarah. Brouille diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Suite aux violences xénophobes des dernières semaines dans plusieurs villes sud-africaines, le Nigeria a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud pour des consultations sur la situation. Une décision qui démontre une fois encore le mécontentement des partenaires de l'Afrique du Sud. Il y a eu des violences commises par les Sud-Africains contre les étrangers africains, mozambicains, zimbabwéens, congolais, nigérians. Entre autres dans les townships de Durban et puis Jobour. Le fait de rappeler l'ambassadeur, c'est un acte diplomatique fort qui exprime le mécontentement suprême, le mécontentement du gouvernement nigérian qui prend cette décision. Une mesure fortement dénoncée par Pretoria qui, dans un communiqué, s'étonne et qualifie la décision de malheureuse et regrettable. Si cette action est basée sur les attaques xénophobes dans certaines régions de notre pays, il est curieux pour un pays frère de vouloir exploiter un tel épisode douloureux pour tout ordre du jour. L'Afrique du Sud reste engagée à maintenir les bonnes relations bilatérales avec le Nigeria. L'Afrique du Sud compte attendre que le nouveau gouvernement nigérien prenne ses fonctions le mois prochain avant de donner suite à cet incident diplomatique. La vague de violence xénophobe des dernières semaines a fait au moins 7 morts et 5000 déplacés étrangers en Afrique du Sud. Préoccupés, plusieurs pays africains se préparent à rapatrier leurs ressortissants d'Afrique du Sud.
Le calme est revenu ce lundi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, suite à une attaque ce samedi de Boko Haram contre les forces armées nigériennes. Une offensive de la secte islamiste qui aurait, selon certaines sources, coûté la vie à 48 soldats nigériens. Un bilan lourd que le ministère nigérien de la Défense n'a pas encore confirmé. Ayant toutefois confirmé l'attaque, les autorités de Niamey indiquent par ailleurs que les opérations de ratissage se poursuivent pour chasser la nébuleuse islamiste de l'île. La défaite militaire qu'a connue l'armée nigérienne sur l'île de Karamga est la manifestation que Boko Haram a toujours conservé sa capacité de nuisance. Il est à rappeler que même si des succès militaires ont été enregistrés sur le terrain, notamment la reprise depuis que le Tchad et le Niger sont rentrés en guerre, la reprise de plus de 36 localités et des principales capitales, notamment Adamawa et Yobe, Boko Haram a tout de même conservé sa capacité de nuisance. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février à Yaoundé, un fonds d'urgence à hauteur de 50 milliards de francs CFA avait été reversé au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Mais selon certains observateurs, une assistance financière n'est pas suffisante pour vaincre la menace djihadiste. Il faut, selon les experts, une meilleure coordination des efforts entre les pays de la sous-région, notamment en matière d'information. Ce qu'il faut retenir de cette victoire militaire de Boko Haram, c'est qu'il faudrait davantage que les pays qui sont rentrés en guerre, qui ont le droit de poursuite sur le territoire nigérian, à savoir le Tchad et le Niger, puissent davantage harmoniser leurs forces, davantage mutualiser leurs efforts et renforcer leur dispositif de renseignement et d'information. Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas la première incursion que Boko Haram a pu infliger depuis quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, l'attaque sur une localité du Cameroun qui a fait plus d'une dizaine de morts. C'est la deuxième fois depuis le mois de février cette année que Boko Haram, qui tente de créer un califat dans le nord du Nigeria et les pays avoisinants, tente de s'emparer de l'île de Karamga, une localité stratégique puisque située aux confins des 4 pays en première ligne face à l'insurrection islamiste, à savoir le Nigeria où Boko Haram s'est implanté, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Au Maroc, une association sahraoui indépendantiste a reçu l'autorisation de mener ses activités en toute liberté sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de l'association sahraoui des victimes des violations des droits humains, l'ASVVDH, une première pour le royaume chérifien et qui fait suite à une recommandation émise par le Conseil national des droits de l'homme en 2013. C'est conformément aux engagements du Maroc auprès des Nations Unies. Donc la première association sahraoui a été autorisée il y a maintenant 3 semaines pour exercer au Maroc. Et d'autres autorisations sont également à venir. Donc le Maroc est déterminé à réunir toutes les conditions nécessaires pour la mise en place du plan d'autonomie des provinces du Sud. Donc tout cela dans l'esprit d'ouverture, de respect des droits de l'homme du Maroc. Si la SVVDH existe depuis 2005, elle n'est toutefois toujours pas reconnue par le ministère de l'Intérieur marocain. Pour des observateurs, cette annonce représente une première étape vers une éventuelle reconnaissance officielle. C'est une décision louable qui montre que la volonté du Maroc de trouver une solution définitive en accord avec ses engagements auprès des Nations Unies est une volonté forte du Maroc et la décision, c'est une décision importante pour donner la possibilité à tous les citoyens marocains des provinces du Sud de s'exprimer de la manière dont ils le souhaitent et dans la légalité. L'association sahraoui des victimes des violations des droits humains n'attend plus que de recevoir des documents officiels pour exercer. Un processus de législation qui devrait s'achever dans les jours à venir. Un centre pour personnes âgées détruit en quelques minutes, mais des pompiers obligés de se battre pendant des heures contre les flammes. Les incendies, mais aussi les pillages, se multiplient à Baltimore. Devant cette situation de plus en plus violente, le gouverneur du Maryland a déclaré l'état d'urgence.
Cet ordre signifie le déploiement de la garde nationale du Maryland pour aider à rétablir l'ordre et pour mettre fin aux troubles que nous avons observés dans la journée et dans la soirée. Plus de 5000 policiers vont également être déployés. Un couvre-feu sera imposé entre 22h et 5h du matin. Les écoles, elles, resteront fermées ce mardi. Des mesures censées ramener le calme dans les rues de Baltimore. Mais la situation risque de rester très tendue. La police a annoncé avoir reçu des menaces. Plusieurs gangs rivaux se sont rencontrés et ils ont décidé que chacun d'entre eux devrait tuer un policier après les funérailles. Face à ces menaces et cette violence, les appels au calme se multiplient, y compris au sein de la famille de Freddie Gray. Je veux obtenir justice pour mon fils. Mais ne faites pas ça. Ne mettez pas la ville dans cet état, c'est pas bien. Quelques 3000 personnes ont assisté aux funérailles du jeune homme décédé à 25 ans des suites d'une fracture des cervicales. Plusieurs enquêtes ont été lancées pour élucider les circonstances de ces blessures infligées après son arrestation, sans conclusion pour l'instant. La police de Baltimore a toutefois reconnu que le jeune homme aurait dû recevoir une assistance médicale après son arrestation. 6 policiers ont déjà été suspendus. Pour la 3e nuit consécutive, les habitants ont dormi dehors. Ils redoutent les répliques du tremblement de terre de samedi. Les images aériennes donnent une idée du désastre. Ici, à l'ouest de Katmandou, l'un des plus anciens et des plus sacrés des temples bouddhistes n'a pas résisté. Là, c'est la tour historique de Darahara qui s'est aussi effondrée. La route de Baneshore est quant à elle littéralement coupée en deux. Des centaines d'immeubles sont éventrés. Certains habitants tentent de fuir la ville. Lundi, les routes pour sortir de la capitale étaient noires de monde. L'aéroport était lui aussi pris d'assaut. Presque partout dans Katmandou, il n'y a plus d'électricité ni d'eau potable. Difficile aussi de trouver de la nourriture. Alors, quand ils le peuvent, les habitants cherchent eux-mêmes dans les décombres, espérant retrouver quelques moyens de subsistance. De leur côté, les secouristes cherchent toujours des survivants. 50 heures après le tremblement de terre, cette femme est miraculeusement sortie vivante des décombres. Mais le bilan ne cesse de s'alourdir et les crémations se sont poursuivies lundi dans la capitale népalaise. Dans le plus vieil hôpital de Katmandou, les urgences n'ont jamais été aussi débordées. Depuis le séisme de samedi dernier, les victimes affluent en permanence. La priorité du gouvernement, secourir le maximum de blessés. Nous étions dans un hôpital plus modeste, mais les médecins manquaient de tout. Ils nous ont donc emmenés ici. Elle est paralysée, elle ne peut plus bouger ses jambes. Elle ne sent plus rien. Les secours travaillent 24 heures sur 24 pour aider les blessés dont le nombre ne cesse d'augmenter. Selon le gouvernement, plus de 6500 personnes sont actuellement soignées dans les hôpitaux du pays. Mais la vétusté des infrastructures complique la tâche des médecins. Nous ne pouvons pas traiter tous les patients, même les cas les plus graves. Notre salle d'opération n'est pas encore fonctionnelle. Ce matin, nous n'avions plus qu'un seul ergothérapeute. Ne vous inquiétez pas, ils vont s'occuper de vous, ils vous aideront. Vous avez une fracture. Le président népalais s'est déplacé en personne pour superviser les opérations et remonter le moral des équipes soignantes qui travaillent sans relâche. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et a appelé la communauté internationale à se mobiliser. On commence à voir dans les rues de nombreux soldats originaires de différents pays. Des avions militaires débarquent du matériel de premier secours. Des volontaires venus du monde entier sont aussi sur place pour aider le Népal à panser ses plaies. Ces images vont être au cœur du procès qui doit s'ouvrir à Jérusalem ce mardi. Près d'un an après la mort de Nadim Nawara, nous revenons sur le lieu où cette photo a été prise. C'est ici. Le père de la victime palestinienne affirme que son fils
ne posait aucun danger pour les forces de sécurité de l'État hébreu au moment des faits. Il nous amène à l'endroit où Ben Derry, un officier de la police israélienne des frontières, s'est positionné pour utiliser son arme. Ben Derry se tenait ici. Il s'est installé comme ça. Nadim était une cible facile. De retour au domicile familial dans la chambre de son fils, le père de Nadim a entreposé ce qu'il estime être des preuves irréfutables. Des vidéos, des rapports médicaux et des témoignages qu'il compte présenter lors du procès. Parmi les preuves, nous avons les rapports d'autopsie. Elle a été pratiquée par des équipes internationales, israéliennes et palestiniennes. Toutes s'accordent pour dire que Nadim a été tué par une balle réelle qui a été tirée par l'arme de Ben Derry. Fait rare ces dernières années pour un officier israélien soupçonné d'être responsable de la mort d'un Palestinien. Ben Derry a été inculpé d'homicide. L'avocat qui représente l'officier de la police israélienne des frontières dit à France 24 que les éléments du dossier de l'accusation sont faibles. Selon lui, en réalité, rien ne prouve que la personne que l'on voit s'effondrer dans les différentes vidéos est la victime, Nadim Nawara, et la balle retrouvée dans le sac à dos du jeune homme n'est peut-être pas celle qui l'a tué. Une conquête amorcée au début des années 2000. À l'époque, le vignoble chinois ne représentait que 4% des vignes mondiales. Il compte aujourd'hui pour près de 11% des surfaces plantées sur Terre. La Chine supplante donc la France en taille de vignoble seulement, puisque le pays reste premier producteur mondial de vin. Et si la tendance s'est inversée, c'est parce que l'Union européenne continue de réduire ses surfaces. Elle ne représente aujourd'hui que 3 millions d'hectares. Alors qu'en Chine et en Amérique du Sud, les vignobles continuent de croître. Pékin espère ainsi attirer plus d'investisseurs et pourquoi pas transformer son hectare en or.